Je vous présente Elsie Lefebvre. Elsie est conseillère de Villeray. Elle est la responsable de la stratégie d'électrification des transports de la Ville de Montréal. Elle préside également la commission environnementale. Elsie Lefebvre est la première femme, je le mentionne parce que c'est un honneur, à avoir été nommée vice-présidente du Conseil à la Ville de Montréal. Elsie Lefebvre est une femme qui a beaucoup de volonté politique de faire bouger les choses. Donc, on est contente de vous avoir. Merci, on vous écoute. Mais merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. Bon, c'est à moi qui revient la tâche ingrate de clore là, le chapitre pour ce matin. Mais vous dire que moi, j'adore ce que j'entends aujourd'hui parce qu'on dit, c'est un cliché de le dire, penser localement. Penser globalement, agir localement, bien, c'est clair qu'en termes de santé, les municipalités ont un rôle fondamental à jouer. Quand on parle de santé, pendant longtemps, on a abordé la question de la santé de manière lourde, la maladie, donc les soins de santé, les hôpitaux et tout ça. Et je trouve qu'il y a un discours très positif, puis c'est grâce à vous qui travaillez dans les différentes organisations, un discours qui émerge, qui est extrêmement positif sur l'aménagement et sur le vivre ensemble, qui permet d'être des citoyens actifs, de bouger. Et donc, on voit la santé d'une perspective positive. Ce n'est plus seulement des contraintes qu'on se donne pour mieux manger, arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de faire tous ces excès qui nous rendent si heureux, mais c'est de se dire, je vais agir sur ma vie d'un point de vue positif et je vais améliorer mon environnement et je vais vivre dans ma communauté d'une nouvelle manière, ce qui va faire en sorte que, en fait, je vais juste être une personne plus saine et donc en santé. Alors, merci pour votre implication de ces dernières années, puis merci pour ce discours. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des ruelles vertes. On en a parlé beaucoup ce matin, puis je considère que c'est important, puis c'est un virage que Montréal a pris, que d'autres municipalités ont pris, mais c'est assez évocateur, à mon sens, de ce qu'une municipalité peut faire et comment, quand on organise une communauté en fonction d'un quartier ou d'une transformation à échelle humaine, ce que ça peut faire de bénéfique, à la fois pour la santé, mais à la fois pour la cohésion sociale dans un environnement. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, une ruelle verte, ça part d'une chose, la participation citoyenne. La ruelle verte, pour plusieurs citoyens, c'est le prolongement de sa cour arrière, c'est le seul accès de convivialité, c'est un espace, c'est 500 kilomètres à Montréal pour la plupart d'espaces bétonnés, asphaltés au fil des années, parce qu'il faut se rappeler que dans le passé, nos ruelles vertes, pas nos ruelles vertes, mais nos ruelles étaient en petit gravier et au fil du temps, modernisation oblige, on s'est mis à tout asphalter ces espaces-là pour une question de coût et d'entretien, il faut se le dire, parce qu'évidemment, nos petits sentiers de terre et de gravelle finissaient par, avec l'hiver que l'on vit, le printemps, l'été, à avoir des situations moins accommodante. Et donc, d'une perspective de modernité, on s'est mis à asphalter ces espaces-là. Et là, il y a un retour en arrière, un retour justement au vivre en ville. Oui, on peut vivre dans un cadre urbain, on peut vivre toute l'urbanité de la ville, mais on peut le faire aussi dans un cadre durable et vert. Et la Ville de Montréal et les arrondissements sont engagés depuis plusieurs années à l'aménagement de quartiers verts. On l'a vu, il y a des quartiers qui ont été ciblés à Montréal, mais je dirais qu'en 2015, c'est plus une question de quartiers verts. Tous les quartiers ont un développement qui vise un aménagement vert. Puis quand on dit vert, évidemment, on parle de toute la question des mesures concrètes de verdissement, de lutte aux eaux de chaleur, de ruissellement des eaux de pluie, tout ce qui est l'aménagement des végétaux qui permettent, évidemment, de respirer et de ne pas vivre dans un milieu pollué. Mais il y a aussi toute la question de la citoyenneté. Et je considère que de parler de santé dans un milieu urbain, mais en fait au Québec, mais pour un citoyen, c'est aussi une question de citoyenneté. Parce que quand on se prend en charge comme individu, que ce soit au niveau de sa santé, c'est aussi à titre de citoyen. Et donc, c'est la collectivité en entier qui en est grandie. Alors, moi, évidemment, mes collègues ont parlé de Schlaga, de Verdun, de Notre-Dame-de-Grâce, il y a des collègues du Plateau et des collègues de partout à Montréal. Évidemment, moi, le quartier que je trouve le plus beau, c'est le quartier Villeray. Mais vous dire que dans Villeray, on est engagé, comme dans d'autres quartiers, à se créer un quartier à échelle humaine. Et c'est ce qui fait, je pense, que le vivre ensemble s'améliore.
Un quartier à échelle humaine, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on peut faire des déplacements à pied. Ça signifie qu'on doit faire des déplacements actifs. Ça signifie, on l'a dit tout à l'heure, que pour se déplacer, pour aller à l'école, on va y aller à pied, à vélo, avec son enfant, plutôt qu'en voiture. Ça signifie aussi qu'on va s'aménager, des espaces, les parcs, les ruelles, mais on va les faire en fonction d'un vivre ensemble à échelle humaine. Et tout ça permet de se retrouver dans son contexte urbain et de reprendre l'activité physique. Et ça, c'est majeur et c'est important parce qu'on se le dit, on fait des campagnes, on en a parlé tout à l'heure, on se dit, bon, le mois de janvier arrive, je vais me mettre en forme, je vais aller au gym, je vais aller faire des choses. C'est bien. L'activité physique soutenue, le sport, c'est excellent et c'est pour ça que les municipalités mettent beaucoup d'investissements dans l'aménagement des palestres et des espaces, des plateaux sportifs. Mais on peut aussi retrouver sa vie active dans son quotidien et dans sa routine naturelle. Donc, ce qu'on peut faire, notamment dans la ruelle verte, lorsque on aménage ce cadre-là, c'est que le citoyen ressort de sa maison et se met en action. Donc, se met en action avec ses citoyens. Souvent, certaines personnes ont dit, oui, les ruelles vertes à Montréal, c'est difficile à aménager parce qu'il y a certaines contraintes. On demande un investissement des citoyens. Il doit y avoir 50 plus un des citoyens qui sont d'accord. Bon, ça varie selon les arrondissements. Mais ensuite de ça, des plans sont faits, il y a des rencontres. Et donc, il y a un processus à travers tout ça. Et si c'est en place, c'est pour s'assurer que la participation citoyenne est au rendez-vous et que la ruelle, ensuite, ne sera pas abandonnée. Mais à partir de ce moment-là où les citoyens se mettent ensemble et travaillent à aménager le territoire, bien là, par des mesures vertes, des mesures d'agriculture urbaine, des mesures de plantation, bien là, c'est tout un nouveau mode de vie qui se met en place. Les enfants, évidemment, la ruelle verte et plusieurs aménagements que l'on retrouve en ville partent des enfants. Tout à l'heure, la présentation sur faire bouger les enfants, s'assurer que nos enfants puissent favoriser le jeu libre des enfants, je considère que c'est fondamental dans une ville. Une ville en santé, c'est une ville qui prend soin de ses enfants. Parce que si on prend soin de nos enfants si on prend soin de nos enfants, bien, on s'assure que toute sa population, finalement, retrouve son espace dans la rue. En parlant de l'enfant dans la ruelle, on ressort le vélo. Si on ressort son vélo avec son enfant, souvent le parent va ressortir le vélo. Si on ressort le vélo pour aller au coin de la rue, pour aller à l'épicerie, pour aller au parc, bien peut-être qu'on se rend compte que finalement, prendre son vélo pour se déplacer en ville, c'est pas si dangereux. Donc ensuite, on augmente nos déplacements, puis on se rend compte qu'on peut se rendre jusqu'au centre-ville à vélo. Donc à partir d'un simple aménagement au coin de chez soi, bien on peut transformer sa ville doucement et faire la différence. Évidemment, la ruelle, ça amène un engagement citoyen. Lorsque le citoyen sort de sa ruelle, il se rend dans la rue. Et là, c'est de la compétence des autorités municipales d'aménager le territoire pour que les déplacements soient sécuritaires. Ce qui fait en sorte que ce qu'on a parlé tout à l'heure, les mesures d'apaisement de circulation, tous les arrondissements sont engagés en ce sens-là. Nous, dans notre arrondissement, on a fait un plan d'apaisement de circulation qui concerne toutes nos écoles. On va sécuriser tous les parcs, on va sécuriser les rues dangereuses. Et ça, je voudrais vous lancer le message, vous, comme organisation, vous dire que le travail que vous faites, par moment, il y a des plans qui sont déposés, tout ça. N'hésitez pas à accompagner les élus dans la réalisation des plans. Des groupes de pression, les organismes, évidemment, c'est fort utile, je pense, pour notre travail d'élus, d'avoir des organisations qui nous mettent au défi, puis qui nous demandent d'aller plus loin. Mais moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que lorsque les organisations font des plans d'action ciblés sur des territoires plus petits, à plus petite échelle, des fois, les organisations ont tendance à faire des plans d'ensemble pour le Québec, ce qui est très bien, ou pour l'ensemble d'une municipalité, mais de faire des plans très précis, ça force les élus, dans le fond, avec du concret, d'appliquer les recommandations qui sont faites. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec la collaboration de Vélo-Québec pour faire des parcours enfants-école, ce qui nous a permis de faire des plans d'apaisement de circulation autour des écoles, ce qui a permis de mettre en place des comités citoyens qui, eux, ensuite, ont travaillé sur des nouveaux tronçons de rue, ce qui fait en sorte que la mobilisation citoyenne s'accroît pour, ensuite de ça, travailler sur, notamment, l'aménagement d'une rue piétonne. Et de cet aménagement-là vient les fêtes festives, tout ça pour dire qu'en s'appropriant sa devanture de maison, en ressortant de chez nous, en devenant actif dans son milieu, que ce soit par le sport ou par l'investissement personnel dans des mesures diverses, que ce soit culturelles ou verdissement et tout ça. Ce que ça fait, c'est que ça crée des milieux de vie propices à l'activité physique et au mouvement qui permet à un citoyen d'être sain. Alors, mais là, je sais que c'est fini, mais il y a plein d'autres mesures. Vous dire que
les élus, on est aussi pris avec les contraintes des règlements. On en a parlé tout à l'heure. C'est sûr qu'on ne peut pas travailler seul. Les citoyens nous aident. La pression citoyenne, moi, je considère que pour faire avancer les dossiers, c'est positif. Donc, c'est bon que les citoyens soient là. C'est bon que les organismes poussent les élus parce que nous aussi, on est prêts avec des contraintes. Les plaintes de voisinage, à titre d'exemple, moi, dans Villeray, il y a une patinoire, imaginez-vous, une patinoire où des enfants jouent au hockey. Moi, j'étais tellement fière. Je savais qu'il y avait plusieurs petites patinoires là, un peu clandestines dans Villeray, mais comme le règlement était plus ou moins clair, bon, on les tolérait, puis on laissait les enfants patiner. Je me disais, c'est formidable. Nous, on fait des patinoires dans nos parcs, mais si les citoyens s'organisent entre eux, puis c'est des espaces de jeu beaucoup plus simples, parce qu'on sait, comme parents, se rendre au parc, c'est quand même une activité en soi, alors que quand on peut juste ouvrir la porte de la cour, on a une patinoire devant soi. Mais imaginez-vous que la réglementation, par une plainte d'une malcommode, fait en sorte que, bien évidemment, le processus municipal, les règlements, bien, la machine s'active. Et là, bien, il y a des actions, des fois, qui sont prises qui ne vont pas dans le sens commun. Ça, pour vous dire que des fois, soyez pas trop durs avec vos élus parce que on a souvent, dans le fond, c'est un équilibre entre le bien-être collectif, le bien-être individuel et ce qui nous permet de vivre ensemble. Et moi, je voudrais conclure en vous disant que toute cette notion de participation citoyenne va faire en sorte d'atteindre, je pense, nos objectifs qui nous permettent de vivre dans une société ou dans une municipalité ou dans un quartier, dans une rue ou dans une ruelle, un espace de vie sain, un espace en santé qui va nous permettre à nous, comme citoyens, de se réaliser enfants comme aînés. Alors, j'avais tant d'autres choses à vous dire, mais ça a l'air qu'on va être obligé de faire une édition numéro 2 parce que je tiens à souligner le travail de mon collègue Marvin Rotran qui a été un des idéateurs de cette journée. Et tous les partenaires, on est vraiment très heureux du grand succès. On ne s'attendait pas à une réponse aussi positive et rapide de votre part. Donc, je pense que c'est un rendez-vous pour l'an prochain. Et j'ai hâte de continuer de vous entendre aujourd'hui. Merci. Merci, Elsie. J'inviterai donc Clara Couturier, Maître Macallian, venez vous joindre à nous. On va se passer le micro. On va faire ça à la bonne franquette, d'accord? Alors, vous prenez place au micro pour toute question concernant tous les sujets de discussion. Donc, espace vert, jeux libres, nos élus, que j'étais ravie d'entendre, voir aussi proactif, aussi dynamique, aussi... Tu sais, on n'a pas besoin de vous le vendre, le message de la santé publique, vous y adhérez et c'est toujours... un grand plaisir de voir des gens qui ne sont pas nécessairement des spécialistes de la santé, mais qui s'y intéressent et qui débattent et qui se battent pour nos idées. Merci beaucoup. Alors, oui, allez-y, monsieur, on vous écoute. Bonjour. C'est une grande journée aujourd'hui. Oui. Plusieurs élus, plusieurs organismes. Aujourd'hui, à Saint-Bruno, il y a également le Forum des maires et mairesses pour la protection des milieux naturels qui a lieu aujourd'hui. Donc, je pense que le mixte environnement, milieu naturel, mobilité active, saines habitudes de vie, tout ça, c'est interrelié. Par contre, le défi dans nos villes, c'est de trouver un équilibre entre le développement économique, donc on doit bâtir des nouveaux quartiers, des nouvelles rues, des commerces, des entrepôts, et préserver ce qui nous reste de milieu naturel. Le PMAD, adopté il y a quelques années, nous rappelle que 17%, c'est le seuil minimal, critique, en dessous duquel nos milieux naturels vont décrocher, donc ils vont perdre en qualité. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'élu pour favoriser le développement actif, des saines habitudes de vie, protéger l'environnement et conserver cette relation entre les écosystèmes où les études scientifiques démontrent que le bien-être des humains repose en très grande partie sur cet équilibre fragile? Peut-être une réponse, là, puis Russell pourra aussi enchaîner s'il veut. Nous, au moins, concernant les milieux naturels terrestres, on espère presque doubler. Alors, vous savez, il y a des fonds pour l'acquisition. On a un plan d'acquisition au niveau des boisés, des milieux naturels. Vous savez que notre administration a bougé dans le sens de Middlebrook, que c'était attendu, et on espère doubler les milieux naturels protégés. Et vous avez raison, là, tout ça fait partie de la cohérence qu'il faut avoir au niveau du discours, et c'est dans ce sens-là exactement que nous voulons aller. Et je le répète, là, il y a 3-4 grandes décisions en termes d'acquisition là, qui vont être connues dans les prochains jours, mais ça fait vraiment partie d'un engagement très fort de ce que nous souhaitons faire là, comme élus. Monsieur Koopman, voulez-vous ajouter quelque chose? Ça va?
Merci, monsieur. Merci. C'est le poumon aussi des villes. Il faut le préserver. Oui, c'est la suite des ruelles vertes. Tout à fait. Madame. Oui, Marie-Ève Maillé, professeure associée au Symbiose à l'UQAM. Ma question est pour M. Ménard. J'étais contente de vous entendre parler de cohabitation. En fait, vous avez parlé de coexistence, je trouve ça amusant aussi, mais de cohabitation entre les différents usagers des parcs. Ce qui m'amène, en fait, vous êtes sûrement au courant du réaménagement qui a été fait au parc Laurier, sur le plateau, où les cyclistes ne peuvent plus passer à l'intérieur du parc. Et en fait, ce qui peut être discutable, mais enfin, c'est comme ça, c'est la réalité. Mais il y a comme on a aménagé la piste cyclable de façon vraiment bizarre pour faire une espèce de petite glitch au vélo qui vont dans le parc puis qui reviennent. Et c'est un peu insensé, mais le problème, c'est qu'on poste aussi à certains moments des policiers qui donnent carrément des cyclistes qui font le geste complètement naturel de continuer sur le trottoir parce que ça serait naturel de passer là. Et donc, il y a des fois des campagnes qui sont des campagnes de sensibilisation des policiers de Montréal pour que les cyclistes aient des meilleurs comportements au vélo, au volant, au guidon. Mais en fait, ils prennent des gestes qui sont insensés, comme d'exiger, par exemple, que pour un stop, on pose le pied par terre. Il ne faut pas faire de vélo pour avoir une vision comme ça de rouler à vélo. Donc, comment ça se passe, vos discussions avec le service de police de Montréal à ce sujet-là? Est-ce que vous encouragez les policiers à donner ce genre d'étiquettes-là qui sont insensées? Comment ça marche? Est-ce qu'on est à huis clos ou c'est en public, madame? Non, écoutez, blague à part. D'abord, à la décharge des collègues du plateau, je pense que pour le parc Laurier, il y avait véritablement un enjeu de sécurité qui fait qu'on devait sortir la piste de ce parc-là. Là, ce que j'en comprends, c'est pas un parc dont j'ai la responsabilité, mais je ne doute pas là, que dans le cas de mon collègue Ferrandez et de l'équipe des élus, là, qu'il y avait cette sensibilité de s'assurer qu'il fallait avoir le meilleur scénario de déplacement au niveau sécuritaire. J'ai eu, quand j'étais responsable des transports, puis mon collègue Salem poursuit dans cette voie-là, on s'assoit là avec les policiers. Évidemment, il y a pas de... C'est pas nous qui disons aux policiers quand donner des contraventions, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le déplacement à bicyclette, le mode de transport actif, doit teinter l'ensemble de nos politiques. Il y a des fois où il y a des choses qui semblent très contradictoires. Les bicyclettes sont admises dans les parcs nature. Il y aura des débats dans les prochains jours, mais on n'a pas de doute là, que quand on a un plan de développement durable, quand on veut s'en aller à Paris à la fin de l'année, en 2000, l'année qui va venir, il faut encourager les déplacements à vélo et ça va faire partie d'une culture qu'on va devoir également changer au niveau du SPVM. Il y a des gens au SPVM qui y sont convaincus. Je peux vous dire que Marc Parent l'était. Il peut arriver sur le terrain qui est dératé, mais dans l'ensemble, je pense qu'on va dans la bonne direction. On pourrait peut-être proposer aussi une étude d'observation des policiers à vélo à Montréal pour voir s'ils posent le pied par terre. Bon, oui, on était rendu à ce micro. Bonjour à tous. Mon nom, c'est Pierre-Olivier Guimond. Je travaille pour Cardio Plein Air. Donc, on est fiers partenaires de Montréal Physiquement Active. Puis, franchement, selon moi, c'est vraiment une belle réussite. Là. Puis, à ce qu'on voit avec les témoignages qu'on a ce matin, là, c'est un gros merci. Globalement, à ce qu'on voit avec Montréal Physiquement Active, c'est très clair comme plan d'action. C'est jusqu'à 2025 au niveau des actions qui sont prévues. Puis quand vous le dites, ce qui fait en sorte que c'est une réussite, c'est qu'on a une définition précise des plans d'action. Mais à l'échelle du Québec, comment on peut en arriver pour rendre un mouvement Québec physiquement actif, donc à une autre étape. Mais je pense qu'on est on est en mesure d'inspirer donc le Québec à devenir plus physiquement actif, donc avec le mouvement qu'on est en train de créer, puis avec l'ensemble des partenaires qui sont ici. Donc, c'est vraiment une excellente preuve. Donc, mais comment on peut en arriver à inspirer vraiment un mouvement Québec physiquement actif? Donc, je pense que ce serait une démarche à faire, puis donc dans les étapes, dans le plan d'action. Merci. Voilà. Merci. Bon, en tout cas, on a des élus qui servent de modèle et qui créent un effet d'entraînement, comme Mme Lefebvre parlait, avec des petites choses qui incitent d'autres, et puis finalement qui nous donnent espoir que c'est plus facile qu'on pense. C'est ce que d'ailleurs Maître Macallan disait tout à l'heure, que souvent c'est plus simple que ce qu'on pense, que l'idée qu'on s'en fait. Est-ce que quelqu'un veut commenter? Merci de votre commentaire, monsieur. Madame. Oui, mon nom est Monique Lalonde. Je travaille à la Direction de santé publique de Montréal. J'interviens parce que je veux faire du millage sur les cours de ski de fond. Alors, présentement, à la santé publique, on fait une consultation sur l'alimentation et l'activité physique auprès de différents quartiers de Montréal, mais des quartiers défavorisés. Et on rencontre beaucoup de populations immigrantes. On est allé dans le parc Extension ou dans Côte-des-Neiges. Et les femmes immigrantes et les familles nous disent:
Vous savez, nous, il y a une femme qui a dit, on est allé au musée Pointe-à-Cayère et c'est là qu'on a vu qu'est-ce qu'était une raquette. Et donc, on ne sait pas c'est quoi faire de la raquette. Et il parlait la même chose pour le patin. Qu'est-ce que c'est faire du patin? Nous, on n'a pas cette... on n'est pas né avec des patins. On vient d'Haïti, on vient de pays chauds. Donc, je pense que les élus devraient aussi, ce que ces familles-là proposaient, c'est d'avoir des initiations à nos sports d'hiver, à des sports qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils ne connaissent pas le badminton. Ils ne connaissent pas, ils disaient, nous autres, on a des plages, mais on n'apprend pas à aller à la piscine parce qu'il n'y a pas de piscine. Mais surtout pour les sports d'hiver, pour les amener à faire du sport d'hiver, il faut penser là, de leur faire des petites séances d'initiation pour leur montrer qu'est-ce que c'est nos sports d'hiver. Voilà. J'apprécie beaucoup votre commentaire, Madame. C'est effectivement ça qui se fait, entre autres, dans Côte-des-Neiges. Il y a une fête hivernale annuelle à Côte-des-Neiges où on a du ballon-ballet. J'ai déjà perdu contre une équipe de 6 ans, à peu près. Le ballon-ballet, la raquette, ski de fond. Et on voit avec cette fête-là, qui est beaucoup appréciée, entre autres par les nouveaux arrivants, à quel point il est nécessaire de les exposer et faire des ateliers avec eux pour qu'ils adoptent une attitude positive et un style de vie qui est similaire à notre climat ou approprié à notre climat. Et on va faire cette expérience-là dans le Parc Kent à l'année prochaine avec le piste de ski de fond balisé. On va faire des ateliers. Je ne sais pas, le directeur de Culture, Sport, Loisirs et Développement social de l'arrondissement est ici, M. Bergeron, mais je ne sais pas si on va fournir des skis, mais on va tout faire tranquillement, à mesure de nos moyens, de promouvoir des activités sportives hivernales chez nous. Bonne idée. Merci. Moi, oui, Mme Lefebvre voulait... moi, je voulais juste ajouter un aspect sur la nordicité. Donc, au Québec, à Montréal, c'est important d'assumer notre nordicité parce qu'évidemment, on fait du sport, de l'activité physique l'été, mais l'hiver, c'est 6-7 mois là, de notre vie citoyenne. Donc, c'est fondamental que, je lisais des initiatives là, en Norvège où ça va de soi que dans les restaurants, au théâtre, bon, il y a un endroit que tu laisses tes bottes, que tu laisses ton manteau. Ici, on n'a pas encore, je pense, bien assumé qu'on est un pays nordique. Et là-dessus, je pense que les élus ont cette responsabilité-là dans l'aménagement parce que d'un point de vue municipal, c'est beaucoup l'aménagement que l'on traite, de réfléchir nos actions en fonction de l'hiver. Bon, là, on le voit avec le vélo d'hiver. Montréal a annoncé une route blanche, de pistes cyclables. Ce qui se fait dans Côte-des-Neiges, mais aussi, sur le Mont-Royal, évidemment, il y a du ski de fond, il y a tous les sports, mais les grands parcs vont être amenés à créer tout ce réseau de ski de fond. Mais on pourrait aussi se déplacer en ski de fond. Moi, je me disais, il y en a déjà dans l'arrondissement Rosemont, notamment le long de la piste de la rail de chemin de fer. Donc, on doit trouver des parcours de connexion où on pourrait même se déplacer à Montréal en ski de fond ou en raquette. Madame Gloutné, on commence à vous connaître. Ben oui. Je ne veux pas prendre tout le temps le micro, non, mais allez-y. Je voulais vous dire d'abord que je suis très fière d'entendre les élus parler avec autant de passion de leur intérêt à la santé de la population et de l'environnement, parce que les deux vont ensemble, vont de pair, c'est sûr. Il y a aussi, j'aimerais ajouter qu'il y a aussi tout l'aspect de la santé mentale qu'on n'a pas parlé, parce qu'on parle surtout de la santé physique, mais le fait, et je vais faire du pouce sur ce que disait Elsie, c'est que le fait de laisser les citoyens de participer, d'avoir une participation active, participation citoyenne dans les projets. Puis j'étais contente d'entendre mon maire abonder dans ce sens-là. C'est important parce que ça brise l'isolement et ça donne de l'empowerment aux citoyens. Et je pense que c'est important, ça, parce qu'on voit que les citoyens se désintéressent de plus en plus de la chose politique, et c'est important parce que c'en est un geste politique que de prendre l'espace public et d'en faire sien. Alors, merci aux élus. Oui, M. Parenteau. Oui, Mme Gloutné, qui est l'instigatrice de la première ruelle verte à Verdun. Alors, il y a plusieurs années déjà, puis ça a fait beaucoup de petits.
Justement, on a une réalité. Par exemple, à Verdun, on a le Centre de santé Douglas, qui est un grand centre de renommée mondiale, où on a une réalité sur le terrain de gens avec des problématiques de santé mentale. Puis pour nous, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et ce qui est intéressant, je vous donnais l'exemple tantôt, quand on faisait des activités, exemple la salsa, des activités libres, ces gens-là s'intègrent à la population générale, je pourrais dire, mais c'est tout le principe d'inclusion. C'est qu'il n'y a plus la barrière disparaît dans le sport, dans l'inclusion comme ça. Et aussi, on a l'adaptation. On va avoir notre premier parc adapté aussi pour les personnes à mobilité réduite et avec des activités spécifiques au niveau de la santé mentale. Alors, je crois que c'est un plus pour notre collectivité, justement pour la sensibilisation en général de la population. Merci beaucoup pour votre question, Mme Gloutenay. Madame. Bonjour, mon nom est Guylaine Catafort. Je suis organisatrice communautaire pour l'Institut Nazareth et Louis Braille, qui est un centre de réadaptation en déficience visuelle, faisant partie maintenant du CISSS de la Montérégie-Centre. Ah, bon, OK. À présent que je me suis présentée, je voulais dire que c'est fort intéressant d'être parmi vous aujourd'hui, les présentations, puis j'en suis à ma première participation. Et pourquoi j'ai un intérêt, c'est que je fais partie du service soutien à la communauté. Et évidemment, mon commentaire va aller dans le sens suivant. Tout ce qui touche les personnes handicapées, évidemment les personnes ayant une déficience visuelle, et tout ce qui concerne en plus l'aménagement ou les plans d'accessibilité au niveau de la sécurité, les parcs, les déplacements, qu'on parle de trottoirs, de pistes cyclables, le sport, la santé physique. Moi, c'est quelque chose qui me rejoint évidemment. Et via mon titre d'emploi, j'ai à faire de la sensibilisation, à vous dire aussi qu'on est là pour vous faire des évaluations, pour vos plans d'action, pour des recommandations, que ce soit au niveau des lieux physiques, des lieux publics, les parcs et Alouette, que ce soit, peu importe. Mais je voudrais juste qu'on garde en tête que si vous voulez que la clientèle ayant un handicap, peu importe lequel, puisse faire partie prenante des activités de la santé, bien, il faut penser à nous et à les rendre accessibles de diverses façons. Alors voilà, je vous remercie. Excellent. Merci pour ce commentaire, madame. Monsieur? Bonjour. Alors, directeur culture, sport, loisirs, développement social de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, c'est moi. Alors, il y aura peut-être des skis de fond disponibles pour tout le monde l'hiver prochain, M. Goldman. Si vous le voulez, on va s'arranger pour le faire. Mais je ne suis pas là pour parler de mon domaine. J'ai 15 ans d'expérience au contentieux aussi. J'ai le défaut d'être avocat. Je vous entendais parler de réglementation. Félicitations pour les gestes qui sont entrepris localement. Mais je voulais juste souligner, et c'est un commentaire, j'entendais Mme Lefebvre parler, oui, on est pris avec ça. On a par contre la chance de pouvoir le changer. Avec un peu de cohérence. Et je vous donne comme exemple le règlement sur les parcs qui s'applique pour la plupart des 9 ex-arrondissements de la ville. Il est interdit de marcher sur le gazon. Clause très contemporaine, il est interdit de circuler à cheval. Alors, heureusement, l'hiver, on peut se promener en ski de fond. Il n'y a pas de gazon, donc on peut fonctionner dessus. Je pense que ça prend de la cohérence et de remettre tout ça à jour. Je suis sur le comité d'agriculture urbaine avec M. Ménard aussi. On a entendu les groupes parler du melting pot de réglementation. Il y a peut-être un chantier à lancer, et c'est pas parce que je me charge du travail, M. Copeman, j'en ai assez, mais il y a peut-être un chantier à lancer sur cette espèce en fait, cette mise à jour de la réglementation. On en adopte quand on en a besoin, mais on oublie parfois de la remettre à jour. Il est encore permis de fumer dans les parcs, mais comme je vous le dis, il est interdit de faire des drôles de choses, comme de laisser les enfants jouer, crier et de marcher sur le gazon. Donc, c'était simplement un commentaire à ce niveau-là. Oui. Merci. Bonjour, Annick Saint-Denis, directrice au transport actif chez Vélo Québec. Je voulais rebondir sur quelques interventions. Je pense que c'est Mme Lalonde, qui était de la direction santé publique tout à l'heure, qui parlait d'activités nordiques, disons, et intégrer les différentes communautés culturelles. Juste une petite parenthèse dans le cadre de... Mme Lefebvre a très bien parlé de notre programme à pied à vélo Ville active et comment ça peut faire des petits dans un milieu.
On est partout au Québec. Ici, on est entre nous, chez les gens de la grande région de Montréal, mais il y a un de nos mandataires qui fait le programme à pied à vélo Ville Active en Abitibi et qui a fait un petit projet pilote cette année de transport actif à ski de fond dans une toute petite municipalité, comme quoi c'est possible de faire des choses un peu partout. Et pour poursuivre sur ce que Mme Lefebvre disait, je pense qu'à Pied à vélo Ville Active, le travail qu'on a fait auprès des écoles a permis justement d'aller un peu plus loin. Et en fait, je vous interpelle tous ici parce qu'un des, disons, des bébés de ce programme-là est en train de voir le jour et c'est le certificat cycliste averti. C'est un projet qu'on a commencé l'année dernière en pré-pilote, qu'on fait en pilote cette année dans 5 arrondissements de Montréal avec 5 différentes écoles. Et c'est un projet qui veut amener un renversement de la tendance. On est très préoccupé par la pratique du vélo chez les jeunes qui est en baisse, malheureusement, c'est confirmé depuis 10 ans. On espère, on a une grande étude qui commence, l'état du vélo au Québec 2015, on espère qu'on va voir que la tendance part dans l'autre sens, mais pour l'instant, c'est le seul groupe d'âge chez lequel il y a une baisse et on entend beaucoup parler de transport actif ce matin. Et si on n'a pas de jeunes qui font du vélo, bien, on va avoir un petit problème. Donc, on veut amener ces jeunes-là à se réapproprier leur quartier, à arriver à faire du vélo dans des rues peut-être plus accueillantes, dans des ruelles accueillantes. On travaille beaucoup avec les écoles. On a besoin et de la collaboration des écoles et de la collaboration des communautés et des arrondissements pour avancer sur ce projet-là. Donc, tous ceux qui ont un intérêt dans ce sens-là, mon téléphone vous attend pour qu'on puisse voir comment on peut vraiment faire de ce projet-là un projet pour Montréal, puis ensuite un projet pour le reste du Québec. Moi, j'aimerais faire du millage sur votre propos, justement, qui est très pertinent. Justement, l'arrondissement Verdun, on va faire une conférence de presse cette semaine avec Vélo Québec pour oui, je vais être là juste en le arrière de vous transport demain. actif au niveau des abords des écoles. Puis la réflexion que j'avais là-dessus, puis pour faire un peu le parallèle avec ce que je disais tantôt, de revenir, m'emmener au gros bon sens. Oui, il faut favoriser le transport, les déplacements actifs, mais aussi, il va falloir commencer aussi à parler de changer aussi notre façon de penser et cesser d'avoir peur. Parce que la peur est un obstacle majeur à toutes les mesures qu'on prend présentement. Je prends juste l'exemple des écoles. On a des écoles de quartier, on a une folie. Tout le monde va conduire leur enfant en auto, puis il faut gérer la circulation aux abords des écoles. C'est complètement ridicule. Et je faisais le parallèle il y a 40 ans. On marchait pour aller à l'école, puis on n'avait pas peur. Pourtant, c'était pas mal moins sécuritaire, j'imagine, à l'époque qu'aujourd'hui. Mais on a rentré dans la culture des gens que c'est dangereux, que ça peut être le monsieur du coin de rue ou des choses comme ça. Et on accompagne, on va reconduire nos enfants à l'école. Je pense qu'une culture a changé aussi et cesser d'avoir peur comme population et de justement faire confiance à son voisinage un peu plus aussi. Merci. Merci. Alors, si vous permettez, nous allons conclure cet avant-midi. J'aimerais vraiment me remercier M. Ménard, M. Koopman, M. Parenteau, Mme Lefebvre, Clara Couturier, Maître Macalian, que je cherche, oui, voilà, ainsi qu'Adèle Antonielli. Merci infiniment pour ces réflexions, ces échanges.